Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Cette rencontre avec Anne Lecourt. Anne, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'elle a été en résidence littéraire là sur le territoire. Et elle avait pour mission d'écrire sur la vie du domaine de la Massaie. Un petit pas de côté, en fait, pour plus parler d'elle, de son travail, de son approche, et puis de son lien à l'écriture et à la lecture. Donc, pour ce qui est du travail autour de la Massaie, la partie écriture est terminée. Anne nous a déjà rendu son texte. Là, nous allons donc maintenant travailler sérieusement sur la partie éditoriale en espérant une sortie. Là, on a déjà eu quelques contacts. Alors, je vais commencer par ton parcours, Anne. Donc, tu as été traductrice pendant 20 ans, donc traductrice allemand-anglais. Tu as aussi fait 10 années de bénévolat en bibliothèque et où tu as commencé donc à faire tes premiers ateliers d'écriture. Tu es membre de l'Association des écrivains de Bretagne et de la Société des gens de lettres. Voilà. Et puis depuis maintenant une dizaine d'années, donc tu écris, tu es plus spécialisée donc dans la biographie. Tu as suivi une formation. Et cette formation t'a amené à collecter des témoignages. Alors, ton premier livre est sorti en 2014. Donc, c'est Elles qui disent. Et ça, c'est ce qui marque vraiment ton entrée sur la collecte de paroles et le lien entre territoire, intimité, mémoire. Voilà. Suite à ça, il y aura donc Les discrètes paroles de Bretonne qui est sorti donc en 2017. Puis en 2019, Germaine, Ginette, Marie-Jeanne et les autres. Donc tout ça aux éditions Ouest France. Et il y a eu aussi Paysanne en 2023. Donc tous ces livres, ce sont principalement des portraits de femmes. Voilà. Et en parallèle, tu as aussi écrit ton premier roman. Donc ça, c'est en 2019. Ce premier roman s'intitule 7 jours en face. C'est l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte et qu'elle part s'isoler quelques jours. Voilà. Et puis aujourd'hui, en plus d'écrire, tu animes des ateliers littéraires et poétiques qui sont une invitation à écrire pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Est-ce que tu veux rajouter des choses ? Je suis déjà très impressionnée par la liste des choses. J'ai fait tout ça. Oui, bonsoir. Oui, j'ai fait tout ça. Je pense que c'est un chemin, en fait, l'écriture, comme la vie de chacun. C'est quelque chose qu'on comprend peut-être en faisant ou même éventuellement a posteriori. On comprend pourquoi c'est important de faire ce travail-là, pourquoi on a choisi cette place qui est celle qui consiste à restituer, à rapporter, à faire le relais, voilà, d'une parole des autres. Merci. Et celle des femmes, peut-être tout spécialement, puisque c'est comme ça que ça s'est fait. Je dis ça parce que on dit les choses se font comme ça, et en fait elles ont un sens évidemment, mais on comprend pas tout de suite ce sens-là. C'est à force de persévérer. Et en écriture, on questionne beaucoup ça, hein, d'où vient le désir d'écrire, et pourquoi sur tel thème. Et c'est en faisant qu'on comprend la place qu'on occupe. Je peux dire aujourd'hui que j'ai trouvé ma place. Voilà, je pense vraiment dans. Super, ça va justement avec les premières questions que j'avais notées, en fait, justement pour revenir à tes premiers souvenirs de lecture. En fait, toutes les deux, nous sommes fans d'une émission qui ne passe pas sur Radio Laser, mais plutôt sur France Culture, à savoir le Book Club de Marie Richeux. Et elle commence tout le temps ses interviews en demandant donc à ses invités s'ils se rappellent où, quand, comment ils ont appris à lire. Donc toi, Anne, est-ce que tu te souviens ? Et est-ce que tu penses que cet apprentissage a un lien avec celle que tu as avec ton travail d'aujourd'hui ou... J'ai appris à lire avec Madame Gauduchot de l'école Clémenceau à Rennes. Et
Voilà, j'ai pas appris à lire toute seule, ou j'ai pas eu des parents qui m'ont appris à lire. J'avais des parents qui étaient très pris. Donc j'ai appris à l'école, comme la plupart des gens. Par contre, ce qui me vient certainement de cette période-là, c'est la bibliothèque de mes parents, qui était une bibliothèque très modeste, puisque c'était des meubles que mon père, psychiatre, fabriquait, et qui était remplie de livres. Et comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était que des livres de poche et que des livres d'occasion, glanés chez les bouquinistes de Paris, puisque mon père avait fait ses études à Paris. Et donc, et on est aussi à une époque, puisque je suis née en 67, où il n'y a pas beaucoup de livres spécialement pour les enfants, en dehors de La Comtesse de Ségur, des Jules Verne, voilà, de ces livres-là qui me viennent surtout à l'esprit. Donc moi, j'ai commencé par piocher dans la bibliothèque de mes parents, complètement par hasard ou en secret. En tout cas, ils étaient trop pris pour savoir ce que j'étais en train de farfouiller dans la bibliothèque. Donc j'ai commencé par Vian, ça a été voilà ma grande passion, Boris Vian. Et j'ai tout lu, ou presque, et le théâtre et la poésie. Je trouvais que c'était drôle et étrange, avec certains romans policiers qui étaient un peu durs, mais qui m'intéressaient aussi. Après, il y a eu Camus, après, il y a eu Sartre, forcément, et puis Simone de Beauvoir. C'est les premiers qui m'ont vraiment, voilà, qui m'ont T'étais déjà accroché. Un peu plus vieille, là, au final. J'avais, oui, j'avais 13-14 ans, à peu près. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai commencé assez tôt. Je me souviens aussi avoir pioché un livre d'Anaïs Nin, et que mon père là m'a dit, celui-là, ce sera pour plus tard. Donc, j'ai plus jamais montré ce que je lisais. Voilà, ça a commencé comme ça, un petit peu en piochant dans le hasard de la bibliothèque de mes parents. Et ils sont toujours là aujourd'hui? Les livres? Oui, moi ceux-là, ces titres-là, est-ce que ces auteurs-là, tu y reviens ou pas? Ouais, non, voilà. C'est drôle, non. Les auteurs, je me suis séparée il y a pas très longtemps d'un bon tiers de mes livres. J'avais beaucoup de livres et j'ai pas mal déménagé. Et donc j'avais des vingtaines, des dizaines de cartons de livres, et c'était très lourd et je savais plus où les mettre. Et donc j'ai décidé de me séparer, il y a 20 ans de ça à peu près, de la littérature de ma jeunesse. Et je regrette aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de livres qui sont pas réédités, qu'on retrouve plus. On est bien ensemble. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, quand je faisais le petit point sur ta biographie à toi, donc tu as été traductrice pendant de nombreuses années. Et donc, comment t'es venue l'envie de passer de la traduction à l'écriture, surtout à la biographie et à la collecte de témoignages? Moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que dans la traduction, il y a ce souhait de trouver les mots justes, de ne pas orienter le discours, d'être vraiment dans la vérité. Et résultat, quand on collecte des mots de personnes, on doit être fidèle aussi à leurs mots. Et alors, est-ce que toi, tu vois un lien ou pas? Je me suis posé la question de ce lien parce que j'ai été traductrice pendant 20 ans. En fait, j'ai pas choisi d'arrêter. J'ai été chassée du métier. Le métier m'a quittée à cause de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, Voilà, de plus en plus, les machines se sont mises à prendre le relais. Je faisais de la traduction scientifique et technique, donc beaucoup plus facile que de la traduction littéraire. Donc j'ai été chassée de ce métier-là et ça m'a obligée à imaginer autre chose. Il y a des liens, évidemment, parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais passée finalement de l'autre côté de la langue et du texte. Il y a des points, d'abord il y a un point de divergence énorme, c'est que quand on est traductrice, on travaille beaucoup, on est dans une grande solitude. On est très seul face à un ordinateur ou face à un texte dont il faut comprendre les tenants, les aboutissants. On est entouré de bouquins de toutes sortes, mais on est très seul. C'est-à-dire qu'on est vraiment coupé du monde. Et le travail d'écriture et de collectage m'a poussée vers le monde. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça m'a obligée à me confronter au vivant. Et ça a changé vraiment ma vie, de sortir de ce bureau où j'étais en vis-à-vis d'un texte et enfermée avec lui, voilà, dans la tentative de compréhension. Le point commun, c'est certainement, donc c'est l'ouverture sur le monde, c'est la curiosité qu'on a pour une culture étrangère. C'est l'autre, c'est la différence.
Et traduire, c'est ça, c'est permettre de faire ce pont entre soi et l'autre, et entre les cultures qui sont différentes et qui se complètent et qui, voilà, ça c'était important dans la traduction. Il y a aussi la posture d'effacement. Évidemment, quand on traduit, un bon traducteur, c'est un traducteur qu'on perçoit pas. C'est quelqu'un qui est invisible dans le texte. Et quand on collecte et quand on parle ensuite, quand on prend le relais, quand on rapporte la parole des autres, comme c'est le cas pour le travail de la Masset ou pour le travail finalement de tous ces portraits-là de gens ordinaires, c'est de se faire, dans un premier temps en tout cas, de se faire oublier, quoi. Il y a la posture d'écoute qui est commune. On se fait oublier et on écoute. Et on écoute et on essaie de comprendre. Et ça va bien au-delà des mots, évidemment. Dans la traduction, on a ce texte. Mais dans le collectage, on a tout ce qui relève de la communication non verbale aussi. Enfin, il y a le corps qui parle, il y a les émotions qui débordent de l'autre, il y a tous les silences, il y a tous les bafouillements, il y a toutes les façons de couper court à quelque chose qu'on est en train de discuter, toutes les esquives, tous les grands moments d'émotion qui nous gagnent de part et d'autre, la personne qui parle et moi qui écoute. Et tout ça, c'est un petit peu comme un petit peu comme un exercice de traduction quand même. On retrouve là cette nécessité absolue de comprendre et de restituer au plus juste de la personne. Oui, en fait, ça va exactement avec ma question suivante qui était sur ce sujet, parce que quand même, tu vas vers des personnes qui ne sont pas spécialement en lien avec l'écriture, avec la lecture. Tu écris quand même beaucoup sur le monde de la ruralité, et souvent, justement, ruralité et lecture ne sont pas toujours associées. Ça peut souvent être vu comme une perte de temps de lire, d'écrire. Oui. Et résultat, comment est-ce que tu arrives à emmener les gens avec toi et justement à les laisser se raconter? Et je sais que tu dis souvent que tu adores la petite histoire dans la grande histoire. Et est-ce que tu leur parles de ça aussi? Voilà. On commence toujours par parler de plein d'autres choses, sauf de ce qu'on est en fait. Parce qu'il faut trouver des portes d'entrée. C'est pas du tout facile de parler de soi et de parler de sa vie, même si on accepte le jeu, on accepte l'exercice. En fait, elles ont prévu de dire telle chose et finalement elles vont pas dire ça. Et elles ont prévu de ne pas parler telle chose et elles vont venir là où elles ont pensé qu'il fallait pas parler. Donc c'est un exercice qui est délicat, qui est sensible. Comment on y accède? On accède par la grande histoire. On fait parler la grande histoire, on fait parler les guerres, on fait parler les lieux, la vie des bourgs. C'est vrai que moi j'ai commencé avec Elles qui disent, c'est celui qui vient juste avant Les Discrètes. C'est un livre qui s'écrit dans une communauté de communes d'où je viens, à l'ouest de Rennes, Montfort-sur-Meux, avec des femmes que j'ai choisies parce que justement elles pensent qu'elles n'ont rien à dire. En tout cas, c'est la première chose qu'elles me disent. J'ai rien à dire. J'ai rien fait de ma vie. Donc c'est une bonne entrée en matière. Donc il faut trouver moyen d'accéder à leur vie en ayant l'air de pas y toucher et en parlant d'autre chose. Donc on parle des parents, donc on parle de l'enfance, donc on va parler de la croyance, on va parler de l'église, on va parler de l'école, on va parler de tout ça, du travail qui commence très tôt, dès qu'elles sont en âge de travailler. Et puis insensiblement on va se rapprocher vers des choses qui moi m'intéressent, qui sont vraiment le fond de mon écriture, c'est-à-dire l'intimité. Mais la question de l'intimité, c'est où commence l'intime? Quand on travaille avec des personnes qui sont nées à la fin des années 20, début des années 30, l'intimité, elle commence dès lors qu'on commence à aborder juste la question du sentiment. On dit pas le sentiment, on montre pas le sentiment, on parle pas d'amour, on montre pas. Les choses se font ou dans l'ombre, ou au travers des gestes, parce qu'on a le soin de l'autre, on a le soin des enfants, on a le soin de l'époux, qu'on n'a pas toujours choisi. Enfin voilà, les choses se jouent ailleurs que dans la parole. Donc ça rend les choses compliquées et passionnantes en même temps. Donc voilà, donc je les choisis pas. Je veux que je les prends comme elles sont. Je veux pas qu'elles aient l'habitude de parler. Je veux pas qu'on serve un discours tout fait, une histoire toute faite. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser.
Comment est-ce que toi, tu reçois ça? Et puis, surtout après, quand tu le retranscris, quand tu l'utilises donc pour écrire, est-ce que y a des moments où tu dis non, là, ça va trop loin, ça ne parlera pas aux gens, ou je ne peux pas dévoiler ça. Là, elle s'est confiée. Pour le coup, t'es plus celle qui collecte, mais presque l'amie à qui on parle. Au moment de l'écriture, en fait, est-ce que tu as des limites? Et comment tu te les mets en fait? Alors, j'ai pas de limite en ce sens que j'accueille tout. J'accueille tout. C'est parce que c'est comme ça que je travaille. C'est par l'imprégnation, c'est par l'immersion et l'imprégnation. J'accueille tout. Donc, quelquefois, il y a la colère, quelquefois il y a le regret, quelquefois il y a le chagrin, quelquefois il y a... Voilà, on est dans des choses très, très émouvantes, que je trouve très touchantes. Pardon, je suis en train de me laisser gagner par l'émotion, pardon. Parce que c'est tout sauf prémédité, évidemment. Et c'est jamais pareil. Les gens sont jamais pareils. On croit qu'on a la même histoire, mais on vient jamais du même endroit exactement. Et donc, ça s'improvise, ça s'improvise, mais moi, j'accueille tout, j'ai pas peur de pleurer, on pleure ensemble. Et j'ai pas peur de rire, et on rit ensemble. La question de la limite, elle se pose dans l'écriture. Non pas dans l'écriture, dans le texte que j'écris, mais dans la publication. C'est là qu'on sort. C'est là qu'on sort de ce qui sort pas de ce qui nous lie, elle et moi, dans le moment qu'on partage. Parce qu'évidemment, quand on fait des livres, là, on s'expose à être lu par tout le monde. Et elles ont très peur de ça. Elles ont très peur de ça. Et heureusement qu'elles sont là pour me rappeler le risque qu'il y a considérable à écrire des livres. Je m'en rendrai compte aussi à mes dépens. Je serai attaquée sur les livres que j'écris, que je publie. Voilà, écrire change tout. Écrire fait exister. Écrire les a changés, m'a changé aussi définitivement. Parce que l'écriture autorise à être et l'écriture fait exister même. Mais au départ, on ne sait pas ça. On ne sait pas du tout. On se dit qu'on raconte des petites histoires de rien. Tu vois, et pardon, vous savez. Et donc, on mesure pas ça. On mesure pas. Mais effectivement, il y a des choses qui sont pas écrites. Au départ, puisque je commence en 2015, au départ, je suis en colère avec ça. Ça me fâche qu'on puisse pas tout dire. Je suis là pour écrire des livres. Écrire un livre brutal, vrai. Je veux qu'on sorte du déni. Je veux qu'on sorte des secrets de famille. Je veux qu'on parle de la vraie vie des femmes. Et en fait, c'est pas possible. C'est très compliqué. Oui, parce que justement, par rapport au projet sur la Massey, il y a des personnes qui se sont désistées. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte dans ton travail. Du moins, pour toi, ça te demande de rebondir, de refaire un pas en arrière, de retravailler. Et puis, il y a aussi cette histoire de lien avec la personne. Oui. Ce rapport de confiance que tu avais créé. Et puis, d'un coup, en fait... Oui. Ça me fait grandir. Ça me fait apprendre. Ça m'apprend la nuance. Ça m'apprend le respect. Ça m'oblige au respect de l'autre. Et... donc de la colère du départ, je suis obligée d'abord de respecter, évidemment, parce que c'est mon contrat avec elle. Je publierai jamais un texte que j'ai pas fait valider par les témoins, jamais. Et donc j'ai donné ma parole sur plein de choses, des secrets qu'on m'a livrés, des femmes qui sont aujourd'hui, qui sont plus de ce monde. Et je ne livrerai jamais ces secrets-là parce que j'ai promis de pas dire. Voilà. Donc elles sont parties avec des secrets et je partirai aussi avec leurs secrets. Oui, avec la Massey aussi. Le problème s'est posé de nouer une relation que l'on cultive, que l'on soigne, qu'on accompagne avec beaucoup de tact et qui va vers la rupture à un moment donné parce que c'est dangereux de paraître au grand jour et de paraître tel qu'on est, voilà. Donc à la Massey aussi, ça m'est arrivé. J'ai perdu 3 témoins qui, juste avant que ça soit fini, tout le travail était fait, le texte était fait, on était d'accord, on avait relu. Et tout à coup, les personnes se sont retirées, se sont désistées, avec une forme de colère, avec une forme d'agressivité, n'ont plus voulu et m'ont mise à la porte. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'on m'amène à la porte avec de la colère. Et ça, c'est tout ce qui échappe
à l'histoire. C'est tout ce qui les a rejoints, ces gens-là, de leur propre histoire et de la peur d'être jugés. Voilà, donc c'est des gens qui viennent d'une autre éducation que la mienne. De toute façon, même si moi, je faisais l'exercice, je pense que on ne sait jamais, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on met en jeu quand on raconte sa vie. Hein, et une fois qu'elle est écrite noir sur blanc avec ses petits caractères, elle prend une autre forme. Moi, je fais ce travail pour ça, pour que jamais on oublie, pour qu'on garde la trace, pour que ces femmes-là, on se souvienne d'elles et de ce temps passé, qu'on gomme trop, parce qu'évidemment, les choses ont passé très vite. Donc, j'écris des livres pour qu'on se souvienne. Mais c'est là pour toujours, en fin de compte. Voilà, elles sont là, elles disparaissent les unes après les autres, mais elles existent maintenant pour toujours. Merci. Tu collectes, c'est la voix, c'est la parole, et tu passes à l'écrit. Et comment est-ce que tu prends en compte la part d'oralité dans ton écriture? Comment retrouver cette oralité? Moi, c'est ce que je te disais quand j'ai lu ton texte, c'est qu'on entend les gens parler, on les entend chanter, et alors que on n'y était pas. Et ça, est-ce que tu arrives à l'expliquer ou pas, à réussir à garder cette forme d'oralité dans ton écriture? C'est un objectif, c'est une contrainte que je m'impose. C'est une finalité. Comme je disais, il y a quelque chose que j'ai pas dit, que je vais dire là maintenant, qui est très important. Je ne suis pas historienne, donc je suis pas légitime pour parler de l'histoire. Moi, c'est l'histoire des gens qui m'intéresse. Quand je dis la petite histoire, c'est celle-là aussi, c'est celle qu'on se transmet, c'est celle qui contient toutes les déformations qui sont liées à notre mémoire défaillante, à notre vieillissement, à tout ce qui embarrasse notre parole, de nos joies, de nos peines, de l'histoire qu'on reconstruit tous pour pouvoir la surmonter. Hein. Et donc cette question-là, elle est très importante pour moi. Je vais pas au même endroit que les historiens, je pose pas les mêmes questions. On n'est pas du tout sur le même terrain, ni même en socio ou en ethno ou en journalisme. Je suis pas à cet endroit-là. Ce qui m'intéresse, c'est la parole vivante. Voilà. Donc je vérifie plein de choses. Je fais aussi mon rat de bibliothèque. Je vais croiser, recouper, vérifier que les choses sont cohérentes. Mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait. C'est pas la vraie histoire. C'est pas la vérité historique. C'est la leur. C'est comment l'histoire nous construit, nous traverse et nous construit. C'est la perception personnelle des gens, avec tous ces manques, avec toutes ces inactitudes, tout ce qui est inexact, pardon. Toutes ces approximations, toutes ces déformations. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, chère Élise, j'ai oublié la question. C'était par rapport à la part d'oralité. Oui. Donc, tu te permets de remettre des phrases telles quelles dans le texte. Voilà. Là, je ne suis plus traductrice. Je doute de ma capacité à traduire. Je veux que les gens existent avec leur langue. Parce que une façon de parler, c'est une façon de penser. C'est une époque, c'est un lieu. C'est déjà, ce sont des marqueurs de l'époque traversée. Ça dit plein de choses. C'est comme la façon de s'habiller ou qu'est-ce qu'on mange et comment on parle. Et ça, c'est dans les livres parce que c'est disparu aujourd'hui. Parce qu'on parle plus comme ça. Parce qu'elles ont en plus éventuellement soin de gommer certaines choses dans leur parler que moi je défends. Je défends ça parce que ça fait partie de la culture aussi, la culture gallo, la culture bretonne, qu'importe l'identité en tout cas d'un coin, notre langue. Voilà, donc c'est dans les livres. Il y a beaucoup de propos rapportés parce qu'elles disent mieux que moi, évidemment, infiniment mieux que moi. Donc elles sont dans les livres. Et la Macet, c'est ça aussi, c'est ce souci de rapporter des choses qu'on m'a dites exactement, avec les mêmes mots. L'oralité est très importante. Ces livres-là, c'est des mélanges de ça, d'écriture, mais d'oralité aussi. Et la partie écrite, c'est peut-être la moins intéressante, en fait. Donc il faudrait faire des capsules sonores. Oui, j'enregistre aussi. Oui, c'est bien d'enregistrer. Et donc justement, tu parlais de la petite histoire dans la grande histoire. Dernièrement, j'ai lu un roman, Les eaux noires,
si je me trompe pas, c'est Agnès Jésus-Pré, l'autrice. Et justement, c'est une biographe qui collecte la parole d'une personne âgée en EHPAD. Et elle dit, bah voilà, là, elle m'a raconté ça en 40 secondes, là, ce passage à sa vie, alors qu'en fait, dans le contexte mondial, il se passait ça, c'était au moment de la Seconde Guerre mondiale et tout. Et en fait, est-ce que toi, tu prends ça aussi en compte ? Est-ce que tu vas tendance à vouloir recontextualiser pour enrichir ton texte ou pas ? Ou est-ce que aussi des fois tu acceptes le doute par rapport à quelqu'un qui te dit ouais, il s'est passé ça. Au final, tu sais pas. Après, tu dis que t'es pas historienne, en effet. Mais est-ce que toi, des fois, tu as besoin d'aller vérifier juste pour toi ? Je vérifie toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses inexactes. Je vérifie toujours parce que justement, j'ai très peur des historiens. J'ai très peur de l'histoire de la grande, hein, qui est toujours en arrière, en fond, quoi. Hein, c'est ça qui fait qu'on ne décide pas de nos vies. C'est ce qu'on subit. Et c'est aussi ce qu'on a en commun, cette histoire-là, cette grande histoire. Et qui fait qu'on peut se rejoindre dans nos vies personnelles, voilà. Donc je vais toujours vérifier. Mais c'est vrai que je laisse venir, toujours je laisse venir. J'ai pas d'idée préconçue. Donc je laisse venir ce qui se présente. Et je veux pas non plus que les portraits de ces femmes qui vivent dans les années 50 en Ille-et-Vilaine, évidemment, elles ont beaucoup de points communs. Mais je veux pas faire 10 fois le même portrait. Donc le portrait, il est guidé par autre chose que par l'histoire. Il y a ce lien au territoire en fait. Pour avoir pioché donc dans tous tes livres là, on voit en fait à quel point le territoire est important en fait, celui où on a vécu. Et en fait, c'est important pour la mémoire locale, je pense. Et c'est ce que tu dis, oui, c'est la petite histoire. Oui, ça fait aussi partie de la petite histoire, la géographie. La carte du territoire qui est... les lieux et les histoires n'existent pas s'il y a pas les gens, en fait. Et effectivement, on est aussi défini par le rapport qu'on a à un pays, à un petit pays ou à un grand pays, qu'importe, à une campagne ou à un hameau ou à un groupe de maisons. On a ce lien-là, cet ancrage-là, qui est le nôtre, mais qui est aussi... pour un certain nombre d'entre elles, celui de leurs parents ou de leurs grands-parents avant elles. Et on est aussi porteur de ce lieu-là et de son histoire.